Inspecteur de circonscription, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, bienvenue dans la salle Mussou, une salle emblématique de notre patrimoine local, qui a été refaite et par laquelle on a une très belle vue sur le Coudon. Ce Coudon qu'a tant admiré Jean Icart, forcément, j'imagine, puisqu'il a vécu dans cette ville au Laurier Rose. Et donc c'est une excellente initiative menée maintenant depuis quelques années, monsieur l'inspecteur, que de faire un travail pédagogique sur Jean Icart, puisqu'on a eu la chance effectivement de le compter parmi les administrés, et donc de rapprocher un peu les écoles et Jean Icart. Je crois que c'est une excellente initiative, parce que ça permet certes de faire de la poésie, ça permet également de s'imprégner de toute la culture régionale, la culture provençale, la culture varoise, et de s'en imprégner en ayant une relation très affective avec l'auteur. Donc ce festival Jean Icart, c'est une ouverture, c'est vrai, sur la poésie, mais je pense avec une approche très intelligente et une approche de proximité, arriver à lier justement l'identité à la fois locale et humaine par rapport à une démarche pédagogique. Moi je trouve ça tout à fait remarquable. Donc merci à vous. Merci de ces relations qui sont nouées entre la ville et les enseignants et les personnels pédagogiques que vous animez en tant qu'inspecteur de circonscription. Je crois qu'il y a des choses qui se font. On a des partenariats multiples et c'est une bonne chose, je vous en réjouis, je vous en remercie, je vous en complimente. Parce que la bonne entente entre la ville et les personnels pédagogiques, les enfants, les parents, c'est aussi l'efficacité bien sûr de l'enseignement qu'on peut donner, un enseignement actif, participatif, et donc qui suscite l'adhésion forcément des élèves et de tous. Donc voilà, je crois que c'est un bonheur très fort que de travailler à vos côtés et c'est l'occasion pour moi de vous complimenter sur justement cette façon de lier la ville, de lier une municipalité, de lier aussi une histoire et de rapprocher, d'imprégner tout ça, ce patrimoine social, humain, local, l'école, les enfants. Tout ça, c'est vraiment beaucoup de sens à la conception qu'on peut avoir de l'éducation. Donc, le simple citoyen que je suis vous en remercie et vous encourage à poursuivre de cette façon, étant entendu que la ville sera toujours à vos côtés et à celle du personnel pédagogique qui vous accompagne dans ces démarches-là. Voilà, merci infiniment de m'avoir écouté et je vous passe bien volontiers la parole. Je sais que sur la tablette, il y a des tas de choses intéressantes. Je les écouterai avec la plus grande attention. Je m'excuse simplement pour l'assistance. Une fois que les propos introductifs seront faits, je suis obligé de partir. J'ai des douleurs atroces de la cage thoracique. J'espère que c'est qu'un problème de meubles que j'ai déplacé, parce que je n'ai pas envie de retourner dans les services de cardiologie. Voilà, merci infiniment, monsieur. Monsieur Camus. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, je suis Alain Camus, donc président de la caisse du Crédit Mutuel de la Garde, la nouvelle caisse. Et effectivement, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'ils font là, le Crédit Mutuel, etc. La banque, c'est des chiffres. Mais en fin de compte, je suis très honoré d'être convié à votre tribune. Effectivement, une banque, parler de poésie, ça peut paraître un peu décalé. Mais cette opération, elle s'inscrit au niveau du Crédit Mutuel dans une démarche beaucoup plus large, puisqu'au niveau national, le Crédit Mutuel, une de ses fondations s'appelle le pôle lecture. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a des documents sur la table qui évoquent le 3e forum national qui aura lieu tout prochainement à Marseille, le 19 juin, avec la participation de Catherine Dolto. Voilà. Donc juste pour vous dire qu'effectivement le Crédit Mutuel est honoré de participer à cette opération, parce que peut-être qu'il y a trop de chiffres dans les banques et c'est bien d'y mettre un peu de poésie. Donc aussi, je voudrais remercier Monsieur Fabrice Leroux
qui nous a fait effectivement mettre en relation avec l'opération. Et aussi tous les gens de l'équipe de la Caisse du Crédit Mutuel qui, pour certains, auraient voulu être là et ne peuvent pas l'être. En particulier les gens qui s'occupent de tout ce qui est association, le monde associatif. Je pensais à Hélène Desanto et Christophe Chabot et Valérie Rialan. Voilà, donc surtout ce que je veux dire, c'est qu'il est temps qu'on mette effectivement de la poésie dans le monde de la finance, dans le monde des chiffres. Et je compte sur vous pour en mettre de plus en plus, même à la Caisse de la Garde. Donc merci et passez une bonne soirée. Je vous encourage effectivement à continuer dans cette voie. Comme disait le monsieur le maire, effectivement, ce qui est important aujourd'hui, on relocalise les choses, relocalise la vie, et donc de mettre de l'humain, bon, pas forcément qu'à la Caisse d'ailleurs, mais Jean Écart du local, la Caisse c'est une caisse locale, nous on est tous sur ce territoire ici qu'on a à faire vivre, et cette opération, effectivement, il participe, et il participe dans la joie. Donc merci, et passez une excellente soirée. Merci. Alors, je vais inaugurer ce soir le discours à la tablette. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le maire, c'est pour moi une grande joie, une grande fierté, évidemment, de vous inviter d'introduire cette soirée poésie. C'est la deuxième année qu'on le fait, dans le cadre du Festival Jean Écart de Poésie Vivante, dont c'est la 3e édition. Vous savez que c'est une manifestation qui est à la fois culturelle, citoyenne et pédagogique. On y travaille à la fois des connaissances, des capacités, des attitudes. On travaille l'histoire, les arts visuels, l'informatique, la langue française, l'expression orale, à travers la production d'affiches, à travers la poésie dans la rue, à travers les blogs poétiques qui permettent d'expérimenter tout ce qui touche à l'informatique, et puis aussi la pratique du slam, qui est une pratique de poésie tout à fait contemporaine, qui renouvelle, qui retrouve les pratiques ancestrales des Trouvères et des Aèdes, qui disaient eux-mêmes leur propre texte. Donc tout cela, c'est le Festival Jean Écart de Poésie Vivante. C'est aussi une manifestation partenariale riche, monsieur le maire l'a souligné tout à l'heure, une manifestation partenariale ouverte à tous ceux qui partagent une certaine conception de la pédagogie et du rôle de l'école, tous ceux pour qui l'école n'a pas le monopole du seul vrai savoir, ceux qui pensent que l'éducation gagne à être partagée, d'abord avec les parents, ensuite avec les associations et avec les collectivités locales, tous ceux qui pensent qu'au-delà des évaluations scolaires, indispensables, l'école doit dispenser un savoir durable, finalisé dans un projet ancré dans une pratique sociale. Tous ceux pour qui l'école doit préparer l'enfant non seulement à la vie professionnelle, mais, c'est important, la vie professionnelle bien sûr, mais aussi à la vie citoyenne, culturelle et, osons le mot, à la vie spirituelle. La vie spirituelle commence par la curiosité, l'ouverture aux autres, l'écoute des autres. Et c'est là l'un des points majeurs de l'intérêt de la poésie en pédagogie. Car écouter la parole de l'autre, c'est souvent une injonction en classe. Tu n'as qu'à écouter, si tu avais écouté, tu saurais. Il semble que écouter soit simple. En réalité, dans la vie moderne, tout conspire contre l'écoute. Nous étions tout à l'heure avec M. Murena, que je remercie, notamment, sur les petites places de la gare pour faire entendre la voix de la poésie. Et c'est vrai qu'il fallait lutter contre les bruits de la vie quotidienne, les bruits de la vie active, les travaux, les moteurs, les radios, les bus. C'est vrai que tout semble conspirer contre l'écoute. C'est très difficile d'écouter. Pourtant, il arrive que même à la radio, dans cette vie bruyante et trépidante qui est la nôtre, même à la radio, donc au milieu des crises et des cataclysmes, une voix parle si l'on sait écouter. La preuve. Ne me parlez pas du bonheur, c'est un salaud. Un vrai salaud, un dissimulateur. Un sale type qui se cache, un sale mec qui ne joue pas franco. C'est un genre de cambrioleur, un pickpocket, un détrousseur. Quand il est là dans la maison, entre les quatre murs, il est invisible. Il se cache, il se camoufle. On ne sait pas qu'il est là. Salaud de bonheur. Il entre par effraction. Il est malin, il est maquillé. Il ne dit pas son nom. Et c'est quand il part qu'on s'aperçoit de son absence. C'était donc ça le bonheur. La vie avec des projets, des sourires, des dîners aux chandelles. La vie avec des voyages, des amis du Médoc, des petits farcis, des déjeuners au soleil, de l'insouciance, des roses trémières. C'était donc ça le bonheur?
La vie avec un chien qui gambade, un enfant qui réussit pour la première fois à faire du vélo sans les stabilisateurs, une femme à la peau douce, un chasse-spleen empoussiéré, oublié, retrouvé dans la cave. C'était donc ça le bonheur? On ne l'a pas vu venir, on l'a juste entendu s'en aller. Ne me parlez pas du bonheur, c'est une ordure, une belle ordure, qui ne se conjugue qu'au passé. Un salopard, un beau fumier. C'était l'accusation. L'accusation était violente, le ton était grave. L'homme qui s'exprimait avait les larmes aux yeux, des sanglots dans la voix. Le bonheur restait impassible. Il écoutait son procès sans réagir, comme sonné, à terre, humilié. Une fois de plus, il était ailleurs. Qu'avez-vous à répondre? Interrogea le juge. Le bonheur resta muet comme absent, comme si son procès ne le concernait pas. Je vous ai posé une question, s'énerva le juge. Je vous ai demandé ce que vous aviez à répondre. L'avocat de la défense se leva. Il avait l'air un peu narquois. Il tenait entre les mains une boîte à chaussures. Si monsieur le juge le permet, j'aimerais présenter à la cour, à mesdames et messieurs les jurés, certains documents particulièrement saisissants. De la boîte à chaussures, il sortit des photos. Sylvie, les cheveux défaits sur la plage de la Bolle, Corentin en train de jouer de la trompette, Jean-Jacques et Patrick au sommet du Ventoux, Papy jouant au Scrabble avec Charlotte, Charlotte et Corentin faisant un spectacle sous les châtaigniers. Le bonheur était là, sur chacune des photos, éclatant, évident, lumineux. De main en main, les photos passaient. On voyait des sourires émus sur les visages du greffier, de l'avoué, du procureur. Chacun, en découvrant les photos de la boîte à chaussures, voyait bien que le bonheur sautait aux yeux. Il n'était pas le salaud infâme dont on venait de faire le procès. Même l'accusateur fut bien obligé d'en convenir. Sous les injures et les colibés, il quitta la salle d'audience. Le bonheur, lui, sous les bravis et les acclamations, fit un signe de la main. On tenta d'interroger, de lui faire dire quelques mots, mais personne ne put réussir à le retenir. Il était déjà loin. Voilà, ce texte est de François Morel sur France Inter, le vendredi 25 mai 2012 à 8h55, et je tenais à vous le faire partager ce soir. On pense à Paul Fort, à Jacques Prévert. Le poète Francis Ponge a dit un jour qu'on devrait donner à tout poème ce titre, « Raison d'être heureux ». Et je vous souhaite à tous ce soir une expérience de bonheur dans l'écoute des voix plurielles de la poésie. Merci. Je cède la parole à Mu. Bonsoir. Alors, je n'ai pas essayé le micro. J'arrive là, comme ça. Je m'appelle Mu, je suis slameuse et je suis chargée d'animer la soirée de ce soir. Vous allez donc devoir me supporter pendant un certain temps. J'ai déjà constaté qu'avec M. Cardon, on écoutait à peu près les mêmes émissions. Hein, très beau, très bien, très bon choix. Merci pour ce... Ah oui, merci. Et donc, sans attendre, moi aussi, après tout, il y a eu plein de discours sérieux, il n'y a pas de raison que je ne fasse pas le mien. Je voudrais vous remercier tous d'être ici, d'avoir amené vos enfants, parce que c'est vrai que c'est important qu'ils apprennent à écouter, qu'ils apprennent à s'exprimer. Donc, merci d'avoir choisi la poésie. Merci à la ville de la Garde de faire une place à la poésie. Merci à l'équipe de M. Cardon et à tous les gens, j'oublie. Alors, tous les logos sont là, à mes pieds. Et sans attendre, je vais appeler Collioure. Je vais inviter Collioure à me joindre sur scène. Collioure, on l'a rencontré déjà, nous l'avons tous rencontré l'année dernière, avec un très beau texte de Prévert, sur Prévert, je ne sais pas pourquoi, sur Brassens, excusez-moi, monsieur Collioure. Moi, j'ai bloqué sur Brassens, sur Prévert, et cette année, alors, monsieur Collioure, membre de l'Académie du Var, nous conte le Pharaon. Bien des années ont passé. Mais le souvenir de cette étrange rencontre n'a jamais quitté mon esprit.
Oui, je vous l'avoue, j'ai remonté le temps. Enfin, d'une certaine façon. Je suis devenu l'ami d'un pharaon, d'un vrai pharaon. Je l'ai rencontré à Paris, c'était un jour de pluie, à la mairie du 13e arrondissement. Ce jour-là, il y avait un monde fou devant le guichet du service du logement. J'avais prévu cette queue et je m'étais muni d'un excellent roman pour meubler mon attente, mais je n'en lus que quelques pages, car le hasard plaça le pharaon près de moi et il occupa presque aussitôt le champ de mon attention. Au début, comme il regardait ailleurs, je ne vis que son imperméable, d'un vert fatigué, et quelques mèches noires qui émergeaient de chapeau mou. Enfin, il tourna la tête vers moi, et j'aperçus son visage hiératique, plein de noblesse. Nos regards se croisèrent, il ébaucha un vague sourire. Il affrontait cette foule sans se départir de son calme royal. Il était tranquille, paisible, décontracté. Tout le monde jouait des coudes et se débrouillait pour passer devant lui. Mais il dédaignait visiblement ces pitoyables manœuvres. Il en avait vu d'autres, tellement d'autres. De temps en temps, il caressait avec douceur la petite broche qui était sur son polo et qui était composée d'un vautour et d'un cobra. Nous avons engagé la conversation et nous avons immédiatement sympathisé. Malheureusement, j'étais très occupé à cette époque et nous nous perdîmes de vue. Un jour, toutefois, je le retrouvai. Je le rencontrai sur les grands boulevards, à l'angle de la rue Montmartre, je crois. Au premier abord, il paraissait sinistre, un vrai masque mortuaire. Mais quand il me reconnut, son pâle visage s'éclaira et il finit par se dérider franchement. Je le conduisis dans un restaurant de couscous dont j'étais familier. Tout en attendant dans le hall d'entrée, je l'observais à la dérobée. Chemise à carreaux, costume simple, un peu usé, sur la poitrine, toujours la broche avec le vautour et le cobra. Nous nous sommes assis. Vous travaillez ? Lui ai-je demandé. Je travaille sur chaîne chez Renault, me répondit-il. Le travail est un peu dur, mais j'aime cette atmosphère exotique. Au fond, que l'on fasse des voitures ou des pyramides, c'est toujours la même main-d'œuvre. Mais vous prenez quelques détentes, peut-être allez-vous en Égypte quelquefois. Impossible, dit-il en baissant la tête. Ce n'est pas dans mes moyens. Et il ajouta presque à voix basse, ma nouvelle petite amie me coûte les yeux de la tête. Elle est très jolie, Cléopâtre, mais elle a des goûts de luxe. Elle me ruine. Je tentais alors une diversion. Vous avez d'autres distractions ? Heureusement, oui. Je dispose de 3 pouvoirs magiques. Je peux me rendre invisible et je peux me transporter au sommet des monuments. Alors, de temps en temps, quand la nostalgie est trop forte, je m'installe à la Concorde, au sommet de l'obélisque, et je contemple Paris. Du haut de 40 siècles d'histoire de l'Égypte, je contemple 40 siècles d'histoire de la France. Puis je redescends lentement, en lisant au fur et à mesure les hiéroglyphes. Cela me remet en mémoire des tas de souvenirs qui s'étaient un peu effacés. Et votre 3e pouvoir, lui demandai-je. Pas aujourd'hui,
répliqua-t-il avec un sourire mystérieux. Je te le dévoilerai quand l'heure précise sera venue. Trois jours plus tard, on sonnait à ma porte. C'était encore lui, mon pharaon. J'ai beaucoup réfléchi, me dit-il. Tes poèmes m'ont donné de la force. Je dois te remercier. Je veux te faire connaître mon troisième pouvoir. Soit cette nuit, à 5 heures, à la Concorde, au pied de l'obélisque. J'étais au rendez-vous avec une bonne avance, plein de perplexité. Il arriva à l'heure précise. Merci de m'avoir cru, me dit-il, et il prit ma main. Aussitôt, nous nous élevâmes dans les airs jusqu'à parvenir au sommet de l'obélisque. Nous y demeurions maintenant sans effort, comme portés par un tapis volant. Notre regard se porta d'abord vers les Champs-Élysées et nous contemplâmes longuement la plus belle avenue du monde. Les autos étaient encore rares à cette heure-là. Qui a été ton maître, me demanda-t-il. La vie, lui répondis-je. Je t'ai fait venir, Collioure, me dit-il, parce que tu es mon frère en poésie. J'ai été assassiné par un traître à coups de poignard. Toi, tu as été assassiné parce qu'on t'a refusé l'accès à un public qui était ta raison d'être. Mais au fond, toi et moi, c'est le même être, la même fulguration, le même vertige existentiel. Il me fit alors pivoter jusqu'à ce que nous soyons tous deux face au levant. Là-bas, un timide rayon de lumière apparut à l'horizon. Courage, me dit-il, tu renaîtras comme cet astre qui renaît chaque matin en émergeant de l'ombre froide de la nuit. Dis-moi ton poème, Magnolia, s'il te plaît. Je lui dis le poème. Il s'extasia. Pour les vrais poètes comme toi, me dit-il, le soleil se lève toujours. Il parla avec pénétration, mais peut-être avec une pointe d'ironie. Un beau rayon de soleil vint éclairer son visage. Le vautour et le cobra brillaient de tout leur feu. Ce que je ne t'ai pas dit, murmura-t-il lentement, c'est que lorsque j'exerce mon troisième pouvoir magique, je dois mourir dès que j'ai terminé. C'est triste, mais je ne regrette pas de t'avoir amené ici. Il ajouta, après un silence, « Fais porter des fleurs à Cléopâtre, s'il te plaît. » Et il glissa un billet dans ma poche. Nous redescendîmes lentement vers le sol. Quand nous y parvînmes, le jour était levé et je ne vis plus le pharaon. J'entendis encore une petite flûte, puis plus rien. Je pleurais. Je crus d'abord que j'avais fait un rêve, qu'un mauvais plaisant m'avait hypnotisé. Que sais-je? Machinalement, ma main se porta sur ma poitrine. La broche, avec le vautour et le cobra, y était agrafée. Je plongeai la main dans ma poche. J'en retirai un billet usagé. Les fleurs pour Cléopâtre. Non, je n'avais pas rêvé. Je remontai les Champs-Élysées. Le soleil était dans sa gloire. Mes yeux
était plein de larmes. Mais je me sentais pénétré par une substance bienfaisante, plein d'énergie, prêt à combattre sans souci les blessures. Le pharaon était en moi désormais. Et je n'oublierai jamais, je crois, la musique de la petite flûte qui fut son dernier message. Merci beaucoup, Collioure. Alors, je vais demander à un grand monsieur, gloire locale, Guillaume Cantillon, de me rejoindre sur scène. S'il te plaît, Guillaume, metteur en scène, auteur de théâtre, comédien, écrivain également, plein de qualités, que des qualités. Et surtout, on dit directeur, non, le cabinet de curiosité. Directeur artistique du cabinet de curiosité, issu de l'école régionale d'acteurs de Cannes. Et il va lire quelques textes d'Unil Arms. Voilà. Et en plus, non mais il a une voix extraordinaire, hein, moi je craque. Je vais essayer de passer du micro. Est-ce que si je parle comme ça, tout le monde m'entend bien? Oui. Alors je vais vous présenter en quelques mots Danil Arms. C'est un auteur russe du début du XXe que j'affectionne particulièrement. C'est un auteur que j'ai déjà monté dans un spectacle. Et c'est un auteur que j'aime bien lire parce qu'il est méconnu et oublié. Et ses textes ont failli l'être complètement d'ailleurs parce qu'il a vécu sous Staline, il a été empêché par le pouvoir d'écrire. Et bien après sa mort, on a trouvé une malle, et dans cette malle, on a retrouvé tous ses textes. Donc voilà, si on n'avait pas eu la chance d'ouvrir cette malle, peut-être il aurait été oublié à jamais. Voilà, donc j'aime bien cette histoire et ça me donne envie d'autant plus de le défendre. Et je vais m'installer. C'est mieux comme ça. Il était une fois un homme roux qui n'avait d'yeux ni d'oreilles. Il n'avait pas non plus de cheveux, et c'est par convention qu'on le disait roux. Il ne pouvait parler car il n'avait pas de bouche. Il n'avait pas de nez non plus. Il n'avait même ni bras ni jambes. Il n'avait pas de ventre non plus, pas de dos non plus, ni de colonne. Il n'avait pas d'entrailles non plus. Il n'avait rien du tout. De sorte qu'on se demande de qui on parle. Il est donc préférable de ne rien ajouter à son sujet. Il était une fois un homme qui s'appelait Kuznetsov. Un jour, son tabouret se cassa. Il sortit de chez lui et se rendit au magasin pour acheter de la colle à bois afin de réparer le tabouret. Au moment où Kuznetsov passait près d'une maison en construction, une brique tomba et vint le frapper à la tête. Kuznetsov tomba, mais sauta tout de suite sur ses pieds et se palpa la tête. Sur la tête de Kuznetsov était apparue une énorme bosse. Kuznetsov caressa la bosse de la main et dit « Je suis le citoyen Kuznetsov. Je suis sorti de chez moi pour aller au magasin et... Mais qu'est-ce que c'est? J'ai oublié pourquoi j'allais au magasin. » À ce moment, du toit, tomba une deuxième brique qui frappa de nouveau Kuznetsov à la tête. « Ah !» s'écria Kuznetsov en se prenant la tête, et il put palper une seconde bosse. « En voilà une histoire !» dit Kuznetsov. « Je suis le citoyen Kuznetsov. Je suis sorti de chez moi pour aller au... Aller au... Mais où donc est-ce que j'allais? J'ai oublié où j'allais. Alors, venu d'en haut, tomba une troisième brique, et sur la tête de Kuznetsov apparut une troisième bosse. « Aïe, aïe, aïe !» s'écria
Ilya Kuznetsov en se prenant la tête. Je suis le citoyen Kuznetsov. Je suis sorti. Sorti de... Sorti de la cave? Non. Sorti du tonneau? Non. Mais d'où suis-je sorti? Du toit tomba une quatrième brique qui vint frapper Kuznetsov à l'arrière du crâne et une quatrième bosse fit son apparition. Ça alors, dit Kuznetsov en se grattant le crâne. Je. Mais qui suis-je donc? On dirait que j'ai oublié comment je m'appelle. En voilà une histoire. Mais comment est-ce que je m'appelle? Vassili Petukov? Non. Nikolai Sapogov? Non. Pentelei Grisakov? Non. Mais qui suis-je? Mais là, une cinquième brique tomba du toit et frappa le crâne de Kuznetsov de telle manière que celui-ci oublia définitivement tout au monde. Et ayant crié « Oh, oh, oh !» il partit en courant dans la rue. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un rencontre dans la rue un homme avec 5 bosses sur la tête, veuillez lui rappeler qu'il s'appelle Kuznetsov et qu'il doit acheter de la colle à bois pour réparer un tabouret cassé. Une vieille, par excès de curiosité, a basculé par la fenêtre. Puis elle est tombée et s'est écrasée au sol. Une autre vieille s'est penchée pour regarder celle qui venait de s'écraser. Mais par excès de curiosité, elle a basculé elle aussi, puis elle est tombée et s'est écrasée au sol. Puis une troisième vieille est passée par la fenêtre, puis une quatrième, puis une cinquième. Lorsqu'a basculé la sixième vieille, j'en ai eu assez de les regarder. Et je suis allé au marché Matchevski, où, à ce qu'on disait, un aveugle avait reçu en cadeau un châle tricoté. Cher Nicandre Andreevitch, j'ai bien reçu ta lettre, et j'ai tout de suite compris qu'elle était de toi. Au début, j'ai pensé qu'elle pouvait ne pas être de toi, mais quand je l'ai ouverte, j'ai tout de suite compris qu'elle était vraiment de toi. Et dire que j'avais failli penser qu'elle n'était pas de toi. Je suis content d'apprendre que tu t'es marié il y a déjà longtemps, parce que quand une personne se marie avec celui avec qui elle voulait se marier, cela signifie qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Je suis donc très content d'apprendre que tu t'es marié. Parce que quand une personne se marie avec celui avec qui elle voulait se marier, cela signifie qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Hier, j'ai reçu ta lettre. Et j'ai tout de suite pensé que cette lettre était de toi. Puis je l'ai ouverte, et j'ai vu qu'elle était vraiment de toi. Tu as très bien fait de m'écrire. D'abord, longtemps, tu n'as pas écrit. Et ensuite, soudain, tu as écrit, bien que, avant de ne plus écrire pendant quelque temps, tu aies écrit. Tout de suite, en recevant ta lettre, j'ai tout de suite conclu qu'elle était de toi. Et je suis très content que tu sois déjà marié. Parce que si une personne veut se marier, il lui faut coûte que coûte se marier. C'est pourquoi je suis très content d'apprendre que tu t'es enfin marié, et précisément avec celui avec qui tu voulais te marier. Et tu as très bien fait de m'écrire. Voir ta lettre m'a beaucoup réjoui, et j'ai même tout de suite pensé qu'elle était de toi. En vérité, pendant que je l'ouvrais, la pensée qu'elle n'était pas de toi m'a effleuré l'esprit. Mais ensuite, j'ai quand même conclu qu'elle était de toi. Merci d'avoir écrit. Je t'en remercie, et je suis très content pour toi. Ah, peut-être ne devines-tu pas pourquoi je suis si content pour toi? Mais je te dis tout de suite que je suis content pour toi, parce que tu t'es marié, et précisément avec celui avec qui tu voulais te marier. Et tu sais, c'est très bien de se marier précisément avec celui avec qui on voulait se marier, parce que c'est précisément à ce moment-là qu'on obtient ce qu'on voulait. Voilà précisément pourquoi je suis si content pour toi. Et je suis content également parce que tu m'as écrit cette lettre. Déjà de loin, j'avais pensé que cette lettre était de toi, mais quand je l'ai prise dans les mains, je me suis dit comme ça, et si elle n'était pas de toi? Mais après je me suis dit, mais non! Mais bien sûr qu'elle est de toi! J'ouvre la lettre, et en même temps je pense, de toi ou pas de toi? De toi ou pas de toi? Mais à peine l'avais-je ouverte, que j'ai vu qu'elle était de toi!
Cela m'a beaucoup réjoui. Et j'ai décidé de t'écrire aussi une lettre. Il y aurait beaucoup à dire. Mais je n'ai littéralement pas le temps. J'ai écrit ce que j'ai pu dans cette lettre, et le reste, je l'écrirai plus tard. Je n'ai vraiment pas le temps maintenant. En tout cas, c'est bien que tu m'aies écrit une lettre. Maintenant, je sais que tu t'es marié il y a déjà longtemps. D'après les lettres précédentes, déjà, je savais que tu t'étais marié, et maintenant je le vois de nouveau. C'est tout à fait juste, tu t'es marié. Et je suis très content que tu te sois marié, que tu m'aies écrit une lettre. En voyant ta lettre, j'ai tout de suite compris que tu t'étais de nouveau marié. J'ai pensé que c'est bien que tu te sois de nouveau marié et que tu m'aies écrit une lettre à ce sujet. Écris-moi maintenant qui est ta nouvelle femme. Et dis-moi comment tout ça est arrivé. Salue bien ta nouvelle femme de ma part. Daniel Arms. Ça y est, c'était pas la peine, Merci. On l'applaudit, le monsieur qui était prêt à venir aider dans la défense. Donc là, il y en a qui ont le programme. Il y en a qui ont le programme. Personne n'a le programme, c'est génial. Ça va passer comme une lettre à la poste. Un petit changement de programme. Là, maintenant, on devait vous parler de slam. Et en fait, on a décidé de changer. Parce que ça permet à quelques slameurs d'arriver. Les slameurs sont des gens très occupés, ils ont toujours quelque chose à faire, donc ils sont toujours en retard. Donc voilà, on les a mis à la fin. Et je vais donc vous raconter ce qu'on aurait dû vous raconter à la fin. Alors l'année dernière, vous vous rappelez, j'avais un complice, on va dire, il s'appelait Emmanuel Rastouille. Et il m'a fait faux bond cette année. Il devait être là et à la dernière minute, eh bien, je suis obligée de me passer de lui. Donc, je lui ai dit que je lirais un de ses textes. Je vais lire un texte d'Emmanuel Rastouille. Mais il ne perd rien pour attendre. Alors, Emmanuel Rastouille, c'est un poète, et je vais vous lire une chanson qui s'appelle « De l'amour ». C'est une chanson, extrait de Nina. Nina, c'est un recueil de poèmes d'amour, et c'est très très beau. J'ai tant marché avant de trouver ta fenêtre, des kilomètres, des nuits, des jours. Maintenant que je suis là, je chante à tue-tête comme un poète à un troubadour. Je crois que je suis née juste pour te connaître, comme deux êtres pris pour toujours. Si tu disparaissais, je ne saurais m'en remettre, ce serait peut-être la fin du parcours. Tu m'as dit, jamais je ne me lasserai de toi. Et pourtant, depuis, je redoute ce jour-là. De l'amour comme s'il en pleuvait. Et moi, de danser sous les gouttes de cette pluie d'été. De l'amour, wow, comme au premier jour, comme quand tu recouvrais ma nuque de tes baisers. De l'amour comme s'il en pleuvait, jusqu'à la fin du jour, me laisser chavirer. De l'amour, wow, c'est une chanson, comme au premier jour, comme si le temps qui passe refusait d'avancer, comme s'il en pleuvait. J'ai tellement galéré pour quitter ce mal-être, des kilomètres dans les faubourgs. Je voudrais que chaque jour devienne une fête, une pirouette remplie d'humour. À deux, on va s'entraider, braver les tempêtes comme deux êtres unis et sourds. On finira bien par bâtir notre cachette. Viens ma brunette, viens mon amour. Tu m'as dit,
Jamais je ne me lasserai de toi, et pourtant depuis, je redoute ce jour-là, de l'amour comme s'il en pleuvait, et moi de danser sous les gouttes de cette pluie d'été, de l'amour, oh, comme au premier jour, comme quand tu recouvrais ma nuque de tes baisers, de l'amour, comme s'il en pleuvait, jusqu'à la fin du jour, me laisser chavirer de l'amour, wow, comme au premier jour, comme si le temps qui passe refusait d'avancer, comme s'il en pleuvait. Si mineur, sol majeur, ré majeur, la majeur. Alors, Emmanuel, il est éditeur de la revue Le Testament. C'est une revue qui est trimestrielle. On édite, j'écris un petit peu de temps en temps, je lui envoie des textes. Il y a des photographes ou des plasticiens qui envoient également leurs œuvres. Et dans le dernier numéro, eh bien, j'ai trouvé un texte, le début d'un texte que j'aimerais lire. Alors, comme je suis quand même sa porte-parole, il m'a demandé de parler de cette revue et si possible, d'essayer de, vous voyez ce que je veux dire, de vous encourager à vous y abonner, puisque vous êtes amateur de poésie. Hein. Alors, vous venez me voir, et puis j'en ai 2 exemplaires. Je ne vais pas les vendre, je vais les échanger. Hein. Un exemplaire coûte 10 €. Et bien moi, j'ai 2 exemplaires à échanger contre... je sais pas moi, ce que vous voulez, ce que vous avez sur vous. Voilà. On va voir si ça marche. Une chaussure, une seule. Hein, parce que les chaussures... Et il y a quelqu'un qui a dit j'échange contre une chaussure. Ben oui, mais une seule. Donc on fera les 2. Les chaussures d'habitude ça se lance, Carole. Donc c'est... Alors, c'est un texte de Fabien Pesti qui s'intitule Blanche-Neige et les 7 pas bien grands. Il était une autre fois une très jolie et très gentille reine qui vivait dans un château avec le roi. La reine aimait coudre. Alors elle cousait tout en regardant la neige, accoudée à sa fenêtre en bois d'ébène, ce qui est un coup à se piquer le doigt, et faudra pas venir s'étonner. Mais voilà qu'elle se piqua le doigt en disant « Aïe !» Quelques gouttes de sang perlèrent, puis tombèrent dans la neige. Pouf ! La reine fut saisie par le contraste entre le blanc de la neige blanche, le rouge du sang carmin et le noir de l'ébène en bois. Et elle trouva cette trichromie, effectivement. Et elle trouva cette trichromie si difficile à prononcer, mais si belle à regarder, qu'elle décida d'avoir un jour une fille qui ait la peau aussi blanche que la neige, les lèvres rouges aussi vives que le sang, les yeux et les cheveux aussi ébènes que le noir. Puis elle referma la fenêtre, car on ne chauffe pas les rues. Quelques mois plus tard, la reine mit au monde une fille qui, je vous le donne en mille, avait la peau blanche comme des œufs en neige, les lèvres rouges comme du sang et les yeux et les cheveux noirs comme une fenêtre. Du coup, on l'appela Blanche-Neige. La reine, qui était allergique au placenta, mourut aussitôt, pas de bol. Quelques autres mois plus tard, le roi s'inscrit sur Mythique et se remaria. Sa nouvelle femme était aussi méchante et jalouse qu'elle était belle et méchante. Elle possédait un miroir magique qu'elle avait trouvé à Emmaüs et qui avait la faculté de faire apparaître des lapins, de marcher sur l'eau, mais surtout de répondre aux questions de la vilaine reine telles que « Oh mon beau miroir, dans lequel j'aime tant me mirer, m'admirer et miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle de ce royaume. » Et inlassablement, toujours le miroir répondait qu'en cherchant de partout dans le monde, en regardant sous les montagnes et derrière les océans, nulle n'était plus belle qu'elle, la reine. Pendant ce temps et le temps suivant, Blanche-Neige grandissait, partageant son temps entre l'ennui et la solitude, car la méchante reine lui interdisait toutes les activités normalement réservées aux enfants de son âge, comme
colorier les albums à colorier, vivisectionner des petits chats, mâchouiller du chewing-gum ou courir après les moutons à en perdre la laine. Alors, pour passer le temps et le temps suivant, Blanche-Neige devenait de plus en plus belle. Et puis, elle grandit encore et rapidement. Elle fut formée, devint une merveille de beauté. Un jour que la méchante reine demandait une nouvelle fois à son miroir de lui confirmer qu'elle était bien la plus belle du royaume et de sa banlieue, le miroir eut l'impudente outrecuidance de répondre « Reine, tu étais la plus belle, mais aujourd'hui te voilà première dauphine. Blanche-Neige est devenue la plus jolie femme du royaume et du monde, et du dessous des montagnes et de derrière les océans. » La reine eut beau protester et dire que c'était pas du juste, les jours suivants et les jours d'après des jours suivants, le miroir continua à lui annoncer que Blanche-Neige était toujours en tête au dernier pointage. Alors, la reine, qui n'était pas méchante pour rien, se mit à haïr Blanche-Neige et décida d'échafauder une bonne idée pour se débarrasser de Tête d'ébène, comme elle l'a sobriquée moqueusement. Elle convoqua son garde-chasse qui se pointa le ganache enfariné, se demandant ce qui allait encore bien lui tomber dessus. « Garde, tu vas emmener Planche-à-Neige dans la forêt le plus loin possible, voire encore plus. Puis tu lui diras « Oh, regarde, ton lacet est défait. » Et tac, tu profiteras qu'elle se baisse pour lui balancer un coup de poignard dans les abattis. Une fois qu'elle sera morte, tu me ramèneras son cœur dans un Tupperware. Alors, je serai à nouveau la plus belle de l'immeuble et aussi de l'univers et ce ne sera pas dommage. » Le garde-chasse dit que d'accord, il avait tout compris. Il emmena Blanche-Neige loin, très loin, il passa l'horizon, puis il prit la première à droite. Lorsqu'ils furent arrivés dans une forêt très hostile, le garde-chasse dit à Blanche-Neige que « Oh, il fallait qu'elle regarde, son lacet était défait. » Mais au moment d'abattre son bras, il fut tellement attendri par la candeur et la beauté de Blanche-Neige qu'il annula son geste et lui avoua toute la vérité. « Enfuis-toi, bel enfant, pars te mettre à l'abri des animaux sauvages et de la vilaine reine. » Puis il lui laissa son numéro de portable, mais de toute façon, ça captait pas. Et donc, si vous voulez connaître la suite de l'histoire, il faut acheter. Mais tout ça, c'est de la faute à Emmanuel Rastouille. Pas de ma faute à moi. Parce qu'on avait préparé un numéro tous les deux, voilà. Donc maintenant, eh bien, j'appelle monsieur, s'il est prêt, monsieur André Huguetto, écrivain, poète et réalisateur, membre de l'Académie du Var, pour Rue de la Forêt Belle. Vous dites oui, je ne sais pas. Est-ce que l'on m'entend? C'est possible d'être entendu. Est-ce que vous entendez? Vous êtes endormi pendant Blanche-Neige? Oh, c'était pas la Belle au bois dormant, c'était Blanche-Neige. Vous entendez? Oui, messieurs, dames. Je vais vous lire un poème qui est que j'ai écrit pour une petite fille qui avait besoin d'une leçon de géographie. Le poème s'appelle « Visage de fleuve ». Il est dédié à Marie. Marie, frais visage tel qu'on en mangerait, lisses joues fruitées, yeux bleus électriques brillants et soudain couverts de nuées. À l'instar de la nôtre et la face du fleuve, aimable, se renfrogne, s'apaise puis s'agite, frissonnant aux risées, rieusement grêlée de piqûres pluie, donne la rime au changement céleste, joue en miroir, puisque chacun a reflet au climat d'un regard qui le fixe.
Les grands fleuves sont des personnalités. Rhône mystique, agenouillé sur son delta. Rhin musical, guidé par l'étoile du Nord. Seine, à ses quais, orfèvre de Paris. Garonne, sans souci de frontières espagnoles. Loire, loyale aux riverains royaux. Tamise, dont le cœur bat d'un rythme de mer. Tibre, superbement loué par les poètes. Danube, bavarois, autrichien, peu slovaque. Hongrois en majesté, une rive croate, par des portes de fer évadées de Serbie, et qui finit roumain, près de la Bulgarie. Volga, mer de la Russie, élan ses bateliers, son long chemin courtisé par 5 mers. Gange prêtre, chargé de miasmes et purificateur. Wampe, divagant, formidable Jens, l'un est jaune souvent, l'autre pas vraiment bleu. Les Chinois font barrage à leurs humeurs, de bons géants, tantôt ogres sinistres. Grand fleuve iroquoien que Cartier inventa, beau natif des Grands Lacs, Saint-Laurent, qui aspire à l'ombre de fortins qui deviendront cités au froid commerce de l'Empire atlantique. Mississippi, large d'épaule, servi par ses adjoints Ohio et Missouri, flairant par les bayous de Louisiane, sourdes intrigues de ténèbres luxuriantes. Et que faudrait-il dire encore de l'Amazone, de ses multiples énormes langueurs, de l'amour né mongol dans les steppes d'Asie, du Niger, dessiné comme un grand dromadaire, du Congo, sombre, imaginé jadis, artère et clé d'un mythique royaume, du Nil, domestiqué, grand jardinier de son état, du Tigre et de l'Euphrate, entre lesquels s'écroulent les tours de la raison, écrasant princes et architectes. Malgré moindre débit des cours d'eau secondaires, sont aussi affluents de notre imaginaire. Rivières sans retour, dont les rapides fonds voguaient à grand péril Mitchum et Marilyn. Mince Ilissos, au bord duquel Socrate mettait au point face à l'éphèbe préférée les ruses du combat du genre dialectique. Rubicon, que César traversa, renversant la loi la plus sacrée de Rome République. Sorgue, en Vaucluse, où l'eau aurait nagé, ce qui laissa Pétrarque, croyons sa chanson, à jamais interdit d'amour pour le laurier. Enfant résolu, très fort tu refuses l'avenir de rides et de flétrissures. Grandi, tu voudrais, fillette, rester, comme fleuve flâneur sur paresseuse pente. Volonté en ses méandres recourbés, fière, amoureusement de ses replis. Jadis, couleur, odeur, saveur et violence, en l'eau universelle, ont distingué les lits des pères fondateurs de paysages, de pays. Volontiers turbulents dans leur jeunesse vive, cascadeurs, effilés par l'exploit, ces hommes bourgeois ventrus qu'ils engendrent des villes. Et que nous plaisent leurs festives rives, on sait que tous ne se modèrent pas, en état de fureur exceptionnelle ou endémique, mine faisant lors de tout emporter dans la boue de cadavres et ruines qui sied aux conquérants, même si débonnaires. Par tout temps, vers l'aval, leur teint s'étant brouillé. D'une marche ralentie, ils viennent à la côte, aspirant à la paix, d'un marin nirvana. Là, déposent leurs gains, butin de leur pillage, ou limon incertain de leur dernier combat.
Malgré la nostalgie qu'un souvenir de sourds s'en mêle à la salure, leur face s'extasie de rire inextinguible en l'écart de leur bouche. Enfant qui frissonne, l'énigme du temps inscrit ton visage dans l'histoire dont les fleuves puissants sont juste une image. Merci.